Ouais, salut, vous êtes bien sur le portable de Nicolas du podcast Let's Try. Je suis certainement en train de courir ou en sortie longue, donc laissez-moi un message. Hello Nico, c'est Guillaume de Course Épique. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année à toi et à Let's Trail, ton podcast que j'apprécie particulièrement. Je profite de ce message pour te parler de mon podcast Course Épique, le podcast Running et Trail qui fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun grâce au témoignage de son invité. J'y aborde cette discipline par sa dimension humaine, avec à chaque fois au cœur de l'épisode une course qui a marqué à jamais la vie de mon invité. Course épique met en avant à la fois des athlètes élites, mais également des coureurs anonymes qui vivent eux aussi, à leur échelle, des histoires de course inoubliables. Avec Course épique, plongez et vibrez le temps d'une course sur route pas comme les autres, ou encore d'un ultra-trail atypique, en France ou à l'autre bout du monde. Tapez Course épique sur les plateformes d'écoute, vous serez à un clic d'une grande et belle aventure sportive, et surtout humaine. Je vous y attends. Et toi aussi Nico, à très vite. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode des FAQ du Let's Try Podcast. Dans ce nouveau format d'épisode, le principe est simple, je m'entretiens avec une ou un spécialiste d'un domaine en particulier et je lui adresse certaines des questions que j'ai reçues par différents moyens comme les mails ou les réseaux sociaux. L'invité du jour pour ce premier épisode est Manon Board, diététicienne nutritionniste. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Manon Board. Salut Manon, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Oui, salut Nicolas, merci, je suis ravie de l'invitation. Je t'en prie, c'est normal. Manon, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis donc Manon Board, j'habite à Besançon. Je suis originaire du Haut-Doubs, hein, du côté de Morteau, Pontarlier, donc dans une région un peu plus froide. Et je suis diététicienne nutritionniste, voilà, depuis 7 ans. J'exerce justement à Besançon, hein, c'est pour ça que je me suis installée sur Besançon pour l'aspect professionnel. Donc j'exerce en tant que coordinatrice au REPOP. Donc le REPOP, c'est un réseau de prévention et de prise en charge de l'enfant en surpoids et obèse. Donc voilà, rien à voir un peu avec le domaine sportif comme ça, mais en fait, on a une approche de la diététique au REPOP assez basé sur le psycho-comportemental. Ça paraît très très loin de la diététique en vogue actuellement. On n'est pas que sur le contenu de l'assiette et justement, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes et d'un axe assez intéressant quand on commence à aller sur le domaine sportif. Donc voilà, donc moi je suis mariée, mon mari travaille aussi sur Besançon en tant que guide conférencier, hein, donc une belle ville qui nous permet de nous épanouir autant sur l'aspect sportif, hein, parce que c'est un beau terrain de jeu, et puis aussi l'aspect culturel, historique et professionnel. Très belle présentation, Voilà. je te remercie, c'est parfait. Manon, j'aimerais qu'on commence, donc j'ai souhaité faire appel à toi pour faire le premier épisode qu'on appellerait foire aux questions, FAQ des auditeurs du Let's Ride Podcast, et donc une foire aux questions générale sur la diététique et la nutrition. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que tu es diététicienne nutritionniste. Tu m'en as parlé tout à l'heure un petit peu en off. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi correspond cette formation et quand l'as-tu suivi et quand as-tu été diplômé? Ok, pas de souci. Alors moi j'ai fait mes études à Strasbourg dans une école de diététique, hein, donc en soi c'est un BTS. Donc c'est bon 2 ans et demi, hein, très condensé, hein, des études qui mériteraient quand même d'être vues peut-être un petit peu C'est un bac plus au 2? niveau du. Oui, c'est bac plus 2. Alors, si on reste vraiment sur un cursus standard, général, on est à bac plus 2, puis après on se spécialise, heureusement, parce que quand on sort du BTS, entre guillemets, avec notre cursus un peu assez scolaire, on n'a pas les bagages pour pouvoir accompagner au mieux les patients et à l'hôpital, en thérapeutique ou dans des centres, dans des structures un petit peu adaptées. Donc c'est vrai que mes études à Strasbourg, ça m'a permis en tout cas d'avoir une grande idée de ce que j'avais envie de faire. Donc moi j'ai toujours été intéressée par le côté nutrition, soins humains, être au plus proche de l'accompagnement des personnes, pas tant sur le côté pathologique, mais voilà le domaine du sport et puis du bien-être m'intéressait bien. Donc je me suis assez naturellement orientée vers le domaine de la santé publique.
Et puis j'ai fait une poursuite d'études à Lyon, donc en licence professionnelle où j'ai alterné avec des stages autour un peu sur le domaine un peu sport adapté plutôt, et puis surpoids d'emblée. Je me suis spécialisée par la suite en comportement alimentaire et autour de la problématique un petit peu du psycho-comportement, hein, Mhm. plus par rapport à ça. Et puis d'emblée, à la fin de mes études, j'ai été embauchée en tant que diététicienne du côté de Grenoble, à Mélan, où j'ai rapidement pris comment dire, mon poste voilà, avec des responsabilités. À 23 ans, c'était pas évident. J'avais pas forcément envie d'être dans le management et dans ce type de relation-là, hein. Le soin me manquait, le patient me manquait. Donc j'ai quitté mon poste malgré avoir quitté les montagnes de Grenoble parce que c'était quand même très chouette, hein, ce moment-là. Et puis je suis venue sur Besançon, voilà, pour faire de la prise en charge adulte à l'hôpital de Besançon. Et puis là, très récemment, je suis depuis 3 ans coordinatrice sur la région autour du surpoids pédiatrique et de l'accompagnement des familles, les personnes vulnérables, activité physique, activité adaptée. Donc c'est vrai que je suis très loin du métier de diététicien qu'on peut imaginer ou que j'aurais pu imaginer au départ. Et c'est ce qui me plaît particulièrement. Et à côté de ça, j'ai une activité dans le domaine sportif où on organise pas mal de stages, trail avec Pascal Balducci, avec mon Qu'on père. embrasse. Oui, qu'on embrasse fort, hein, Pascal, si tu nous écoutes. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de notre rencontre, donc je le salue Ah, de nouveau, je le remercie. c'est quelqu'un voilà, qui a une ouverture et puis qui a une connaissance du domaine de la préparation au niveau du trail, hein, voilà, avec qui je m'entends très très bien. C'est un bon ami. Et puis il est amené à suivre pas mal d'athlètes de haut niveau quand même, donc vraiment intéressant. Donc avec Pascal, on organise des stages trail où je peux aussi voilà, proposer un peu mes compétences, autant sur des petits temps collectifs, des dégustations, des partages de recettes, de bonnes astuces. Et puis, je fais quelques suivis dans le cadre de ces stages. Je suis aussi amenée à travailler avec l'équipe du Grand Besançon Trail Academy, une équipe de jeunes espoirs qui a quand même un bon niveau, hein. On peut D'accord. pas parler de haut niveau, mais en tout cas, on tend à les accompagner en préservant l'aspect santé et bien-être vers le haut niveau. Mhm. Puisque c'est un peu ça qu'on oublie aujourd'hui dans le trail, hein, c'est que tout le monde se met à courir, hein, ça prend une ampleur folle. Il y a un peu des personnes qui brûlent les étapes, il y a aussi des jeunes qui se mettent de plus en plus tôt, et l'idée, c'est pas de les freiner, mais en tout cas de les accompagner vers une préservation de la santé Mhm. et d'un bien-être autant psychologique que physique, quoi. Tout à Donc fait. ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Très bien. Et Donc puis là, à côté de ça, je m'investis dans le trail autour de conférences, de suivi d'athlètes, un petit peu moins maintenant avec ma pratique sportive, mais voilà, donc un peu un panel. Enfin, j'ai une large activité autant sur le soin personnes vulnérables que sur le domaine sportif. Donc ouais, c'est très intéressant pour tu as moi. un domaine d'action assez vaste, très, très vaste même, basé Oui. aussi, j'ai l'impression, beaucoup sur la psychologie liée à l'alimentation. Donc ça, c'est intéressant. Tu as fait toi-même le pont là entre tes études, ta formation et ton métier et ta pratique du trail. J'aimerais, pour qu'on comprenne un petit peu plus ta personnalité, que tu nous parles un peu de ton background et de ta pratique du trail aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que c'est une pratique qui date depuis 4 ans, si Ah, je c'est peux tout vraiment récent. dire. C'est vraiment tout récent et le domaine compétition, ça fait 2 années où vraiment j'ai passé un cap, hein, on peut dire, depuis que je suis entraînée, voilà, que j'ai une planification avec un entraîneur et que je veux aussi un petit peu, voilà, me permettre de performer un petit peu plus en me faisant tout autant plaisir. Mais le trail, c'est une histoire familiale au départ, hein, puisque j'ai un papa qui est quand même assez connu dans le milieu, hein, un Patrick? ultra, voilà, Patrick Board, un ultra trailer. Et c'est lui qui m'a quand même voilà, véhiculé sa passion. Et c'est le sport, moi, il a toujours fait partie de ma vie, hein. Depuis toute petite, j'ai mis des skis avant d'apprendre à marcher, hein, presque. Mais voilà, j'ai toujours été sportive, ça a toujours fait partie de mon hygiène de vie, mon sas de décompression, voilà, mon endroit où je me sens le mieux, hein, la nature. Et du coup, c'est assez naturellement que je me suis tournée vers le trail. Alors un peu par imitation au départ, peut-être, parce que c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie et l'accompagner sur des courses incroyables et avec des ambiances dingues, c'était une pure folie, une pure joie de le voir. Puis petit à petit, je me suis pris au jeu et voilà, j'ai pu commencer comme ça. Et assez vite,
à allonger la distance aussi quand même, hein, puisque mes parents, ils sont quand même dans un endroit de montagne, de nature, et on était amenés à faire déjà des grandes traversées, des grandes randonnées quand on était petit avec mon frère. Donc, c'est assez naturellement qu'on a, on va dire, un moteur dieselisé. Et voilà, vous ne me verrez pas sur des courtes distances, ça c'est sûr. Je peux pas dire que je m'éclate là-dessus, quoi. Donc voilà, ça fait écho à mon terrain familial, à mon vécu familial. Ouais. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour les petites anecdotes. On va commencer, si tu veux bien, par répondre aux quelques questions qu'on a reçues, toi et moi, hier, euh, notamment les réseaux sociaux et par Internet. Donc le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de faire un premier FAQ, donc une première foire aux questions, de manière générale sur l'aspect diététique et nutrition, sans rentrer dans un sujet en particulier, mais dans le but de répondre à quelques questions qui nous ont été envoyées par différents biais. On peut commencer? Je peux te lire la Oui, première? bien sûr. Alors, j'ai trouvé que les questions étaient intéressantes puisque ça permet de faire émerger un petit peu les idées qu'on a et tous les messages qu'on entend aujourd'hui, parce que tout le monde mange, donc tout le monde est amené à dire un petit peu, à amener son grain de sel, et je trouve ça intéressant comme entrée en matière, en tout cas. Mhm. Chouette. En tout cas, je Mm. tenais à m'excuser auprès des personnes dont je n'ai pas sélectionné les questions, parce on en a reçu tellement qu'en fait, on a été obligé d'en sélectionner certaines, et on a reçu quand même pas mal de questions avec des sujets plutôt larges, et on a décidé avec Manon de reprogrammer des épisodes un peu plus spécifiques, spécifiquement pour ces questions-là. On va commencer Ça par fait la plaisir. première question qui nous a été envoyée par John080, donc je salue John. Faut-il charger les jours qui précèdent une course en bonne grâce type oméga? Oui, d'accord. Alors, ce que j'entends ce qu'il entend, je pense, par bonne graisse, donc c'est bon, j'aime pas trop dire bonne et mauvaise graisse parce qu'en soi, on a besoin de tout, hein. On est un corps entier, on a besoin de plein d'éléments indispensables, et voilà, on pourrait manger de tout sans avoir quoi que ce soit en termes voilà, c'est plutôt sur le statut santé, c'est assez intéressant. Bon, les bonnes graisses, j'imagine qu'ils parlent des acides gras qui sont, voilà, qu'on peut pas fabriquer, hein. Donc, on parle souvent des oméga 3. Il n'y a pas que les oméga 3, mais ces oméga 3, ils sont essentiels à apporter du fait que, déjà, donc on les synthétise pas. Et puis, d'autre part, on en apporte trop peu dans notre alimentation à nous, un petit peu, voilà, occidentale. Donc, si on parle du régime crétois, du régime méditerranéen, c'est plutôt des diètes qui favorisent justement ces apports en oméga 3. Donc les oméga 3, ils sont indispensables, hein. Alors pas dans la pratique du trail spécifiquement, mais plus on est sportif, plus on a besoin de quantité d'oméga 3 intéressantes. Donc de là à charger la semaine avant, je sais pas, mais en tout cas rester sur une alimentation en tout cas qui soit suffisante, ça c'est certain. Donc les oméga 3, ils ont pour optique ils protègent déjà un petit peu le système cardiovasculaire, hein, de la même façon que les acides gras monoinsaturés, hein, qu'on peut trouver dans l'huile d'olive, l'avocat, l'huile de sésame, des choses comme ça. Donc ils sont protecteurs, mais en plus de ça, ils participent au bon fonctionnement cérébral, cognitif, notamment dans tout ce qui est activité d'apprentissage, de mémoire. Et puis c'est des acides gras qui vont moduler un petit peu la réponse inflammatoire. Donc dès qu'on a un tissu musculaire un peu lésé, dès qu'on a des tendinites un peu à répétition ou des problèmes intestinaux, enfin, voilà, tous ces tissus-là, donc que ce soit musculaire ou de l'ordre de l'organisme, ils créent des réponses inflammatoires pour pouvoir se défendre. Et justement, ces oméga 3, ils vont permettre d'être pro-inflammatoires, de limiter un petit peu les infections et les inflammations à répétition. Et puis, on ne le dit pas assez, mais c'est aussi ce qui permet de synthétiser et de réparer tous les tissus de la masse musculaire. Donc voilà, si on est dans une optique de privilégier, de protéger notre masse musculaire, forcément, les acides gras oméga 3, ils ont leur place dans notre alimentation. Donc à côté de ça, on a des apports en oméga 6 qui sont aussi indispensables, mais qu'on apporte trop dans l'alimentation. Donc c'est ce qui fait ce rapport, c'est ce qui fait qu'on parle tant des oméga 3, c'est pour essayer de privilégier plus les oméga 3 dans notre alimentation que les oméga 6. Donc les oméga 3, on les trouve essentiellement, alors ça on en entend pas mal parler, hein, dans tout ce qui est poisson gras, sardines, maquereaux, harengs, mais il faut plus privilégier à mon sens les petits poissons, puisque ces petits poissons, ils sont moins riches en métaux lourds que les gros poissons comme le saumon, comme tous ces poissons de mer, hein, le thon, tout ça.
Donc, c'est mieux d'aller vers les poissons qui sont en bout de chaîne, hein, les petits poissons. Et puis après, on va trouver des oméga-3 dans les oléagineux, donc les amandes, les Les noix, noix, noisettes. voilà, les noix de cajou. Mhm. Alors, les noisettes, un petit peu moins, c'est surtout des acides gras monoinsaturés, comme je disais, mais voilà. Et dans les graines de chia, les graines de sésame, de lin, tout ça, on en trouve aussi pas mal. Dans les Et puis amandes dans aussi, les on en huiles, trouve? alors ça, dans les amandes, oui, beaucoup. Oui, D'accord. oui, complètement. Et dans les huiles, donc dans les huiles végétales comme le colza, la noix, le lin, la cameline, tout ça. Donc c'est vrai qu'avant un effort, oui, c'est indispensable, mais en fait, au quotidien, ils sont Ouais, c'est à long indispensables pour terme. toutes les raisons que c'est ça. C'est Mhm. vraiment l'alimentation, le contenu de l'assiette, il doit être riche au quotidien et pas la semaine avant une course ou pas la semaine avant un effort, parce que le job, c'est pas là où on fait le job. C'est vraiment au quotidien. Donc, quand on parle d'apport intéressant, parce que là, moi, je veux vous amener du concret aussi quand même, hein, c'est une portion. Donc, c'est quoi une portion? Ben, moi, je conseillerais facilement une cuillère à soupe, en fait, d'aliments riches en oméga 3, donc d'huile, par exemple, par repas, Mhm. par repas principaux, le midi et le soir, par exemple. Donc, une cuillère de colza sur la salade, ou une poignée d'amandes ou de noix ou de quoi que ce soit dans un plat. Ça peut être une portion de poisson gras, ça peut être, voilà. Donc, être plutôt sur un apport, en fait, à chaque repas, ça permet vraiment, en tout cas, d'être optimal au niveau de ces apports-là. Et puis, ben, de profiter, en fait, de l'avant-effort pour être sur ces habitudes-là au quotidien. Et puis, par contre, pendant l'effort et juste la veille ou le jour de l'effort, les acides gras, les graisses, c'est pas ce qu'on recherche, hein, c'est pas le substrat énergétique premier, hein, donc il faut vraiment que ça soit au quotidien et en récupération primordiale, mais pas pendant un effort. D'accord. L'idée, c'est d'optimiser la digestion, donc il faut surtout pas consommer des sardines sur une course, par exemple. C'est pas du tout idéal, hein. D'accord. Donc voilà, un peu pour répondre à la question. Très bien, ben c'est clair et net. Je te remercie. On passe à une deuxième question de Cyril. Bénéfice du running à jeun, mythe ou réalité? Ouais, alors moi j'ai les yeux qui pétillent rien que d'entendre à jeun, les sorties à jeun, les séances à jeun. Alors je sais pas voilà, mythe ou réalité. En tout cas, moi je suis une adepte, hein, donc je dis réalité plus plus. Bon, bah déjà parce que je trouve ça hyper plaisant. Le matin, l'ambiance, voilà, le corps qui se réveille progressivement et voilà, ça fait un peu réveil musculaire en douceur. Par contre, il y a peut-être une planification, une périodisation à avoir quand on met en place des séances à jeun, Mhm. puisque déjà à jeun, ça ne veut pas dire sans eau, hein, déjà. Et puis, ça ne veut pas dire tous les jours, hein. Il y a quand même cette idée de progression. Donc, commencer par des footings quand on n'a pas l'habitude de 30-40 minutes, c'est déjà bien. Si on a l'habitude de courir. Et puis, pas dépasser l'heure et quart, parce que ça veut dire à jeun, ça veut dire avec des réserves énergétiques qui sont quand même assez appauvries. Donc, il faut aussi pouvoir être dans une optique de progressivité et puis voilà, on ne fait pas des sorties longues à jeun, hein. On est dans l'idée aussi de restituer rapidement les réserves d'énergie après cette séance-là. Et puis, ça doit se faire à toute basse intensité, D'accord. puisque en fait, l'idée principale des séances à jeun au départ, c'est dans une optique d'utiliser les filières énergétiques, donc la fameuse lipolyse, hein, donc le fait d'utiliser ces acides gras, ces triglycérides en fait de réserve comme substrat énergétique à la place du glycogène, à la place de la glycolyse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Déjà dans une optique de santé, pour privilégier un petit peu cette filière-là, pour épargner notre glycogène, pour aussi améliorer notre profil glycémique, hein, parce que la glycémie, c'est le sucre dans le sang. Et plus on a tendance à s'entraîner à basse avec peu d'énergie, peu d'intensité, et puis aller utiliser cette filière-là, plus on va avoir une insuline qui répond facilement, un profil, éviter le diabète et compagnie, et puis avoir une alimentation aussi qui suive à côté, hein. C'est pas juste les footings à jeun qui sont indispensables, hein. Et puis ça permet de réguler plus facilement le poids, puisque quand on est à jeun, on va beaucoup plus rapidement faire de la lipolyse, beaucoup plus rapidement chercher ses réserves d'énergie, ses réserves de graisse, à condition que ça soit fait à basse intensité, comme je disais, hein. Vous ne faites pas une séance de VMA, de fractionner en séance à jeun, ça ne sert à rien, hein. Allez-y pépère, cool, pour profiter de la nature au réveil et puis faire vraiment une sorte se recentrer aussi un peu sur soi, sur ses sensations. Et c'est vraiment un bon moment à passer. Voilà, et puis il y a un côté aussi confort digestif qui est pas aussi anodin, hein, où là vraiment on est
on est complètement neutre au niveau digestif et c'est quand même assez agréable de pouvoir. Il y a certaines diètes qui commencent à introduire en fait ce type de séance-là. Donc on parle je pense que là, de train low, sleep low, c'est des diètes un petit peu spécifiques avec des périodisations d'apport en sucre et puis d'entraînement, donc un entraînement à haute intensité avec après une phase où on a tendance à faire attention à restreindre un petit peu ses apports en sucre. Et puis le lendemain, on se met une séance à jeun avant de faire un petit déjeuner complet, récupération optimale au niveau des apports en sucre pour pouvoir être dans une optique de restituer les réserves très vite, de façon beaucoup plus importante que d'habitude, et puis d'avoir une épargne des sucres dans les suites. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis pour tous ceux qui ont une sensation aussi d'hypoglycémie à l'effort très très forte, qui ont tendance à avoir du mal à passer ces caps d'hypoglycémie Je lève la main. et tout. Je plaide coupable. Toi, t'as l'habitude, ça peut arriver. Oui. Et ben, n'empêche que ces séances-là, elles te permettent en tout cas de t'entraîner à plus basse, avec des réserves plus basses et à avoir un ressenti meilleur, une perception meilleure à l'effort. Donc, il y a plein d'adeptes, plein de coureurs qui sont adeptes de ces diètes ou ces types d'entraînement. Et moi, la première. D'accord. Donc, voilà. Par contre, petit déj de récup indispensable. Complet et indispensable et pas trop dans la semaine, 1 fois par semaine à 2 fois, c'est déjà largement suffisant. Très bien Manon. Alors pour récapituler, tu es très favorable à une sortie à jeun en ne dépassant pas 1 heure, 1 heure et demie et plutôt axé sur une sortie plaisir et ça permettra au corps notamment d'avoir une meilleure appréhension en ce qui concerne l'insuline et la gestion par rapport à cet aspect-là. Si j'ai bien résumé. Apprendre le corps à faire avec ses réserves qu'il a parce que on a toujours tendance à anticiper la faim, à avoir des peurs de manquer qui sont là et malgré tout on a un corps on pourrait courir des mois en fait, des jours et des jours avec nos réserves adipeuses, donc faut pas avoir peur aussi d'aller utiliser ces réserves d'énergie là. Très bien. On passe à la question suivante, question de Justine, qui nous dit aménorrhée due à un déficit calorique. Elle souhaite qu'on parle de ce sujet, alors qui est, comme on l'a dit en off, aujourd'hui très peu abordé. J'en profite pour saluer Élise Delannoy qui en avait parlé notamment lors de la fin de son épisode. Aménorrhée, donc c'est l'absence de règles, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Donc dû à un déficit calorique. Est-ce que tu peux parler de ce sujet-là, s'il te plaît? Oui, alors ça, c'est vrai que comme tu dis, c'est très tabou aujourd'hui, notamment la place de la femme dans le domaine un peu athlète, sport de haut niveau, déjà, ça l'est. Mais là, quand on touche un peu aux problématiques, un peu aux atteintes gynécologiques, hormonales, psychologiques, de ce type de discipline et d'intensification, et puis d'alimentation, parce qu'en fait, c'est le point initial, le point de départ de ces problématiques, de ces atteintes-là. Les aménorrhées chez des coureuses, chez des sportives, c'est une restriction alimentaire quand même. Faut être bien au clair avec ça. Alors après, quel est le terrain? Ça peut être parce qu'il y a une espèce de distorsion de l'image corporelle ou un manque de confiance en soi. Voilà, un terrain un petit peu psychologique, caractère de la personne qui appartient à la personne, avec une volonté de limiter, de contrôler un petit peu ses apports énergétiques. Au niveau de l'alimentation. Alors, c'est très propre aux femmes. Je ne saurais pas trop dire, mais je pense que c'est plus la notoriété, la place de la femme, où on a de plus en plus un sport aussi qui est de plus en plus médiatisé, qui est de plus en plus regardé, le poids de l'apparence aussi, peut-être. Mais il y a aussi dans le trail une particularité, c'est qu'il faut être quand même léger, mais avoir un rapport poids-puissance, le plus un optimal très bon possible. rapport poids-puissance. Exactement, optimal. Parce qu'il faut être léger, il faut pouvoir courir vite dans les montées, mais il faut pouvoir aussi être musclé et avoir de la puissance, quoi. Donc, c'est un peu, c'est pour ça que dans le trail, on retrouve quand même beaucoup, beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Alors, chez les femmes, beaucoup, mais n'empêche que chez les hommes, ça commence. On parle d'orthorexie, chez les hommes plutôt, où c'est des personnes qui vont avoir tendance à contrôler plutôt la qualité de leur alimentation, mais à être dans l'hyper-contrôle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être invités sans amener leurs aliments. S'ils sont à une nuit à l'hôtel, le matin, ils n'ont pas pris le petit déjeuner de l'hôtel parce que pour eux, c'était anxiogène, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient y trouver. Socialement, ça peut couper. Une volonté de contrôler tout le côté alimentation santé, et on en oublie complètement la dimension hédonique et la dimension plaisir. Ça, c'est clair, on est dans des histoires de stratégie, de rigidité un petit peu psycho-comportementale. Et chez la femme,
dans le domaine sportif, ce qu'on retrouve, c'est plutôt des espèces d'anorexie ou de restrictions alimentaires, mais plutôt pas comme on peut connaître dans le domaine santé, comme l'anorexie mentale. Hein, c'est quand même plus vicieux. Hein, c'est plus progressif. La perte de poids se fait plus progressivement. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est des personnes qui sont en restriction, qui n'apportent plus du tout au corps les besoins pour qu'il fonctionne, mais par contre, un poids qui reste stable, puisqu'en fait, le corps, il s'est adapté avec ce qu'on lui donne. Hein. On est quand même bien fait, mais en même temps, c'est malheureux parce qu'on passe à côté des fois de diagnostics à cause de ça qui sont. Donc les atteintes chez la femme, bah, c'est quoi? Bah, c'est oui, en effet, hein, une restriction alimentaire. Donc on a plus du tout les bonnes graisses dont on parlait, par exemple, ou des vitamines, des minéraux essentiels Mhm. à ce que les hormones se constituent, à ce que le corps fonctionne. Ce qui crée en fait une aménorrhée, hein, puisque en fait ça se passe au niveau de l'hypothalamus, au niveau aussi des hormones, de l'hypophyse. Et puis, en fait, cette aménorrhée, avec les œstrogènes qui sont protecteurs au niveau des os, au niveau de la densité osseuse, eh ben, on a moins d'œstrogènes, on n'a plus d'œstrogènes qui fonctionnent, et du coup, on a une fragilité osseuse qui se crée aussi, une ostéoporose précoce qui se crée. Et c'est voilà, fracture de fatigue à répétition, c'est douleur au niveau des os, c'est fragilisation à long terme. Hein. Et ça, c'est pas du tout normal, puisqu'en fait, les sportifs, à la base, ils ont quand même une densité osseuse qui est bien meilleure que la population standard, hein, quand Bien même, sûr. ça faut le savoir. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et puis bah, souvent, il faut pouvoir se sortir de ça, hein, de cette réaugmenter un petit peu l'apport alimentaire énergétique pour pouvoir aussi augmenter la densité nutritionnelle des minéraux, des vitamines et compagnie, pour pouvoir faire redémarrer des cycles menstruels, et puis pour pouvoir, sur plusieurs années, là, pour le coup, restituer un petit peu la densité des os. Et ça, c'est du long terme, mais ça demande aussi beaucoup de motivation et de prise de conscience de l'athlète, hein, de la personne, et un accompagnement psychologique à côté de tout le panel médical avec bilan sanguin, suivi endocrinologique, hormonal, gynécologique, et voilà. Mais bon, en tout cas, il y a un gros travail de prévention à faire là-dessus, parce que toutes les FFA, les fédérations et puis les grandes structures sont encore pas tout à fait au clair et dans l'éducation des athlètes, voilà, que ça soit du haut niveau, des athlètes amateurs, enfin des coureurs amateurs. Hein, il y a vraiment un gros travail à faire de prévention là-dessus. Les aménorrhées, de ton point de vue, alors si j'ai bien compris, on sait si ça vient exclusivement du déficit en calories à proprement parler, ou d'autres facteurs mélangés. Alors, non. Alors, c'est vrai qu'il y a ce déficit calorique qui fait que quand on a un déficit calorique, quand on n'apporte pas ce dont le corps a besoin, d'emblée, il va aller chercher dans la masse grasse, hein, comme on l'a vu, hein, la filière, mais aussi à un moment donné dans la masse musculaire. Donc là, c'est là où il faut faire attention aussi un petit peu, voilà, comme je disais tout à l'heure. Et puis, quand on a une masse grasse qui descend en dessous des, allez, 16% chez les filles, hein, alors 16%, c'est très bas, hein, puisqu'en fait, une femme, on est aux alentours des 20 à 30% de masse grasse. C'est normal, D'accord, hein, on est censé procréer, on est censé bien sûr. mettre au monde, donc Mhm. c'est normal qu'on soit fait, qu'on ait plus de masse grasse que les hommes. Les hommes, des hommes athlètes, des hommes de sportifs avec une intensité d'entraînement, ils peuvent être aux alentours des 10, voire Mhm. 5%, hein, entre 5 et 10%. Donc, c'est vrai que cette déficit en masse grasse, eh ben, coupe en fait naturellement les cycles hormonaux et les hormones voilà, sexuelles dégringolent. Et après, c'est tout un cercle vicieux au niveau du fonctionnement central et le fonctionnement global de l'organisme. Hein. Donc voilà, hein, D'accord, très bien. ça reste. Et Mm. un conseil à donner, donc réadapter, c'est quoi les marqueurs qui permettent de commencer à s'inquiéter? La perte de poids trop importante, ou à quoi on doit faire attention en premier? Ouais, alors c'est vrai qu'il peut y avoir une cinétique de poids, une perte de poids au départ, mais comme je disais, très vite, en fait, le poids, il se stabilise, parce que si vous donnez 1500 calories au corps alors qu'il a besoin de 2500 en théorie, il fera avec 1500 calories. Mhm. Et il adaptera toutes les fonctions vitales autour en fonction au détriment du poids. Donc, on est des vrais disques durs, hein. On est quand même assez drôle quand on se met à lire un peu et à apprendre un petit peu sur la physiologie, hein. C'est très intéressant. Mais donc la perte de poids, elle peut au départ être signe, mais après, souvent, c'est des frilosités importantes, c'est des pertes de règles, une libido qui diminue forcément avec tout ce qui est au niveau hormonal. Hein, on Mhm. a forcément ces problématiques-là, des états un peu psychologiques, un peu irritables, avec
des phases un petit peu de fringales, de compulsion ou de perte d'appétit, hein. Au niveau des sensations alimentaires, on perd un petit peu le fil. Aussi des problématiques au niveau des dents, hein, au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, au niveau des cheveux, puisque les téguments, c'est les premiers aussi impactés. Et puis voilà, c'est surtout aussi, je pense que les signes précurseurs, c'est vraiment au niveau psychologique, hein, où Plus souvent c'est là où les psychologique. personnes, ouais, où les personnes elles font le pas parce qu'elles se rendent pas compte de tout le reste, tout le côté médical, hein. Mais par contre, quand psychologiquement ça commence à impacter sur leur comportement et sur le sommeil aussi beaucoup, hein, tous les cycles de sommeil, ça, voilà, c'est une porte ouverte à vouloir être accompagné et se soigner et augmenter petit à petit ses apports en énergie. Mm. Très bien, sujet important, hein, qui est pas Oui. souvent abordé, mais on en entend de plus en plus parler, notamment moi qui écoute beaucoup de podcasts américains. Aux États-Unis, on en parle énormément de ce sujet-là, de plus en plus. Donc c'est une bonne chose, je pense, Ouais, qu'on là, en fasse tout plus cas, de prévention. en France, on n'est pas très bon sur la prévention. On mériterait en tout cas de s'améliorer, comme les Canadiens, hein, Mhm. ou les pays scandinaves, les Suisses, hein, ils ont une marge d'avance sur nous. Mm. D'accord. En espérant participer un petit peu à diffuser le message. J'espère. On change de sujet. Question de The Deer on Trails sur Instagram. Différence entre le lait de vache et le lait de brebis, notamment en ce qui concerne la lactose, la digestion et l'impact sur les articulations. Oui, alors bon, ça, je pense que c'est déjà une personne qui s'est bien documentée et qui a lu pas mal de choses. C'est vrai que oui, comme je disais, hein, dans ce domaine-là, mais comme dans le domaine un peu de la santé et puis du poids, on a quand même pas mal d'idées reçues sur l'alimentation du fait, que, c'est une science qui se réactualise, très, très régulièrement, hein, forcément. Et en plus de ça, tout le monde a son petit mot à dire, on entend pas mal de choses, on lit pas mal de choses, les réseaux sociaux et les médias aident pas non plus. Surtout pendant le confinement où on a pu, voilà, lire plein de professionnels qui se disaient diététiciens ou nutritionnistes ou coach santé ou je ne sais quoi et qui avaient envie de véhiculer des conseils par rapport à ça. Et puis surtout En que tout cas, la vérité du oui, jour n'est pas celle du lendemain, souvent aussi. exactement, c'est ça. C'est ça. Ce que je dis aujourd'hui sera peut-être complètement erroné dans 10 ans. Et ça, c'est aussi ce qui fait que c'est une science et une spécialité qui est vraiment très intéressante. Mais faut être voilà, plein d'humilité, puis pouvoir réapprendre et puis se dire aussi qu'on peut être mis en question sans problème. Donc, en tout cas, le lait de vache, il fait polémique, hein, ça c'est certain. Mhm. Euh, lait de brebis, alors lait de chèvre aussi, je pense que c'est un petit peu ces idées-là qu'il voulait amener. Alors déjà, si on veut comparer un petit peu au niveau nutritionnel ces deux aliments, ils sont pas si lointains, hein, pour le coup. C'est vrai que le lait de vache, le lait de chèvre, brebis, c'est des apports en calcium, surtout chez le lait de brebis où on a plus de 50% de plus en apport en calcium, donc ça peut être intéressant. D'accord. C'est des apports en 50 protéines. de plus sur le lait de brebis, un apport en calcium. Oui, 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 le lait de brebis, il est particulièrement riche en calcium, en vitamine A et en vitamine D. D'accord. C'est un aliment qui est beaucoup plus dense au niveau Plus nutritionnel, concentré. euh, plus concentré. Mais alors, ce qui veut dire plus concentré veut dire aussi en matière grasse, hein. Donc, faut pas non plus en abuser. D'accord. Et puis, ça convient pas à toutes les populations. Voilà, pour une population ou un individu qui a besoin d'avoir plus d'apport en énergie ou en vitamines, minéraux, ça pourrait être un aliment qui est très intéressant. Mais après, voilà, il est quand même beaucoup plus gras. Et c'est vrai qu'il est un petit peu plus digeste que le lait de vache, mais c'est pas par rapport à son apport en lactose, puisque l'apport en lactose, il est kiff-kiff, hein, en fait. C'est exactement pareil, mais c'est, je pense, par rapport aux acides gras, qui le constituent, c'est des acides gras qui sont à plus courte chaîne et qui sont quand même beaucoup plus facilement digestes et aussi qui apportent de l'énergie, qui fournit de l'énergie euh, très, très rapidement, en fait, hein. Il n'y a pas de stockage qui se fait quasiment. Tout dépend de la quantité, encore une fois. Mais voilà, donc sur l'aspect nutritionnel, le lait de brebis est plus intéressant, un petit peu plus intéressant, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus des disparités qui sont énormes. Et puis le lait de chèvre, il ressemble quand même vraiment au lait maternel ou un petit peu aussi au lait de vache, donc c'est plutôt des aliments qui sont de la même famille. Moi, je pense que vraiment les différences qu'il peut y avoir, c'est quand on a un terrain un petit peu de prédisposition, quand on a un terrain allergénique ou un terrain euh, où on fait des allergies un petit peu croisées avec des pathologies inflammatoires, immunitaires.
bah là, peut-être qu'il vaut mieux, en tout cas, limiter considérablement l'apport en lait de vache, puisque le lait de vache, il est très riche en caséine, donc c'est des protéines, en fait, qui vont avoir une tendance un peu plus pro-inflammatoire et un peu plus allergénique au niveau de la barrière intestinale, hein, quand même, une tendance, hein, je dis bien. Si vous avez toujours mangé du lait de vache et qu'il n'y a pas de souci et que vous en consommez pas trop, voilà, continuez à en consommer sans être dans l'excès, hein, et vous pouvez aussi alterner avec du lait de chèvre, du lait de brebis, ça sera tout aussi intéressant. Mais c'est pour ces personnes-là qui ont vraiment qui sont plus ces sensibles. problématiques-là, voilà, des sensibilités. Ça peut être vraiment bien de passer complètement sur des laits un petit peu plus animaux avec ces apports-là, du fait de la caséine. Et après, l'autre différence que j'aimerais amener, c'est aussi l'alimentation en fait de l'animal, puisque les bovins, bah, ils ont tendance à avoir une alimentation un petit peu plus des fois, comment dire, riche, riche en oméga 6, mais aussi une alimentation un petit peu, une culture un peu plus, comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, mais qui soit avec des antibiotiques, avec une alimentation riche en substances phytosanitaires, voilà, en naturel, quoi. polluants, voilà, voilà, avec des aliments voilà, qui sont un peu moins intéressants. Et du coup, bah, vu c'est des plus gros animaux, ils ont tendance à être plus riches voilà, en ces hormones et en ces facteurs de croissance là. C'est un peu, on peut faire le même Alors que parallèle avec les gros poissons dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Exact. Voilà, c'est Mm. exactement ça. C'est que les gros poissons, métaux lourds, Mm. substances phytosanitaires plus importants, hein, Mm. parce que ça se met dans les graisses, hein, de l'animal. Si on le consomme, forcément, on en aura plus dans le corps. Et voilà, bah, les ovins, ils ont souvent une alimentation qui est différente, hein, quand même. Et puis la façon dont on s'approvisionne, hein, plutôt chercher à avoir un producteur qui prend soin de ses bêtes, qui utilise peu d'antibiotiques, qui soigne plutôt la bête de façon un peu, voilà, avec une alimentation peut-être un peu végétale, et puis avoir des produits bio, hein. Donc là, ça sera plus intéressant parce que moins chargé en toutes ces substances-là, quoi. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas, ça dépend vraiment un peu des personnes, mais il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien, hein. Tout dépend de la dose, tout dépend de la quantité, puis tout dépend aussi de ses appétences, hein, parce que le lait de chèvre, c'est particulier. Les yaourts à la brebis, c'est aussi particulier. Donc, il faut juste être aussi conscient de ce qu'on mange, d'où ça vient, et puis du plaisir qu'on a aussi en mangeant ça, quoi. Puis, je voudrais juste faire un petit parallèle, parce que là, on parle de laits animaux, mais les laits végétaux sont souvent J'allais te des poser la question. ça, c'est très intéressant parce que là, il y a beaucoup d'idées reçues. Et les laits végétaux, ils sont souvent utilisés complètement en éviction voilà, à la place en fait de ces produits animaux. On parle de lait de soja, Et notamment, là. ouais, lait de soja, lait d'amande, c'est ceux qui sont les plus consommés, ou Mhm. les yaourts, hein, à base de ça. Mhm. Donc là, on n'est pas sur les mêmes aliments quand même, hein. Ils sont beaucoup moins riches en protéines, donc ils seront beaucoup moins rassasiants, beaucoup moins intéressant pour le côté masse musculaire et puis apport en protéines de façon globale, hein, parce qu'on n'a pas tous les acides aminés dans ces substituts-là. Ils sont moins riches en calcium, ça clairement. Alors il faut bien choisir un lait de soja ou un lait d'amande qui soit enrichi en calcium et en vitamine D. Donc ça, c'est indispensable. Et puis, ils sont beaucoup plus riches en sucre. Et là, on peut se planter en choisissant dans les rayons les laits, vous savez, hein, il y a un business là autour en ce moment. Les laits de quinoa, d'épeautre, les laits de riz, les laits d'avoine et compagnie. Ça, c'est des boissons sucrées, hein, ni plus ni moins. D'accord. C'est des apports, c'est des jus de fruits, hein. Donc, vous avez très peu de nutriments, très peu d'apports en calcium et en protéines. Et en plus de ça, vous avez des doses de sucre qui sont énormes, avec ce qui fait l'appétence un petit peu de l'aliment, hein. Et puis des risques allergéniques qui sont tout aussi importants que le lait de vache, hein, souvent, hein. Donc Donc, attention à ce que vous choisissez, vraiment. au Lisez lieu les étiquettes. on pense faire quelque chose de bien en évitant le lait de vache et en allant sur des laits qu'on considère bio, qui ont l'air qui ont l'air meilleurs pour la santé, mais au final, c'est moins bon, quoi. Ouais, c'est pire. C'est même pire, hein. Alors vraiment, il faut vraiment utiliser ça soit en alternance un petit peu avec ces produits-là, parce que bon, on est dans l'idée de varier, c'est très bien. Soit à la place des produits type lait et yaourt, parce on tolère moins bien le lactose, parce que là, du coup, dans les produits végétaux, il n'y a pas du tout de lactose, hein. Donc ça sera très digeste, c'est certain. Mais par contre, garder quand même une consommation de fromage, hein, parce que le fromage, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a plus de lactose, hein. Plus du tout.
Vous prenez un bon comté des chez moi, de là-haut, ou vous prenez du Beaufort ou des fromages affinés ou des fromages à pâte molle, il n'y a plus du tout de lactose et c'est voilà. Si on digère pas bien le fromage, c'est plutôt une histoire de graisse et de quantité que de lactose en tant que tel, hein, parce que D'accord. le lactose, c'est au départ, on n'est pas fait pour consommer du lactose toute sa vie, sauf que si vous avez toujours consommé du lactose, vous en consommerez voilà, en petite quantité. Ben, la lactase, la lactase, c'est une enzyme qu'on a au niveau de l'intestin et elle reste en fait active. Donc, si vous l'activez un petit peu tout le temps, vous allez continuer à le tolérer et c'est très bien. Si vous arrêtez une période ou si vous avez tendance à moins en consommer à un moment donné, ben, du coup, c'est là où voilà, l'intestin est plus tout à fait au point par rapport à ça. La lactase est plus tout à fait au point. Très bien, bon, super, clair et précis. Euh, J'aurais juste voulu te faire part d'une dernière question avant de clôturer notre entretien qui nous vient de Thomas Venot. Thomas, je te salue, hein, très actif, Thomas, et toujours plein de retours positifs, donc je te remercie. Thomas demande comment peut-on éviter ou réduire efficacement les tendinites par l'alimentation? Alors je suis désolé, je te prends un peu par surprise, on n'en a pas parlé juste avant, mais bon, vu Ok, que là il nous reste encore un petit peu de temps, j'ai voulu rajouter cette question-là. très bien. Et ben, en tout cas, je vois qu'il y a une communauté de fidèles. Ça, c'est Oui, vraiment chouette, ça, hein, ça je et suis verni. Ouais. puis bien aussi qu'il y ait autant de questions diverses et variées sur l'alimentation quotidienne. Donc, bah, l'alimentation par rapport aux tendinites, c'est clair qu'elle a son rôle à jouer de façon chronique, hein, mais encore une fois, c'est pas le seul vecteur voilà, qui fait qu'il y a une tendinite, hein. Si à un moment donné il y a une tendinite, il y a aussi probablement une sollicitation musculaire Surentraînement, qui est pas, voilà, mm, l'entraînement qui est peut-être pas adapté. adapté. Et puis, le point clé, c'est l'hydratation. Donc ça, on n'en a pas Mhm. encore parlé. Mais Alors, les tendinites à répétition, je pense qu'on fera je te coupe, mais je pense qu'on un fera un sujet. épisode spécialement dédié à l'hydratation, je pense. Oui, bah, c'est très bien. Mm. Moi, tu me lances sur des sujets comme ça, je pourrais en parler des heures, hein, donc c'est vrai que c'est assez chouette. Mais voilà, l'hydratation, en fait, c'est si un tissu à un moment donné, il est malmené, il est lésé à répétition, et ben les tendinites à répétition, c'est exactement ça. Et les tissus, qu'est-ce qui fait qu'ils se fragilisent? Ben, c'est si l'hydratation n'est pas suivie ou malmenée. Donc déjà, bien boire, suffisamment boire au quotidien, mais aussi pendant et après l'effort, surtout après l'effort, c'est indispensable pour prendre soin de ces tissus. Et puis pour éviter justement ces petites tendinites. Alors souvent, c'est au niveau des talons d'Achille, au niveau des genoux. C'est souvent ces tendinites-là qui reviennent un peu à répétition quand il y a des hydratations qui sont mal suivies. Faut pas hésiter aussi à alterner ses eaux de boisson. Alors je sais que c'est pas très écologique, mais avoir recours à des eaux vraiment plus minérales en phase où on a tendance à solliciter plus le corps, plus les entraînements. Voilà, avoir Avant ou des après eaux un peu. l'entraînement? Eh ben, ça peut être avant et après. Alors avant, c'est juste il faut pas avoir de soucis digestifs parce que Mhm. les eaux minérales, elles ont tendance à accélérer un peu le transit. Voilà, je vais pas te faire de dessin, mais bon, On a voilà. compris. Mais un peu au quotidien, voilà. Au quotidien, il faudra alterner avec voilà des eaux type Contrex, Vichy Saint-Célestin, Vichy Saint-Thior pour après l'entraînement quand on a perdu aussi beaucoup de sel, hein, parce qu'au C'est ce que je quotidien, la fais, moi. Vichy Saint-Thior, elle est très sodée, Mm. donc faut pas non plus en abuser. Et puis après, il y a de l'épar, il y a Harvey, il y a plein d'eau, Courmayeur et compagnie qui sont très très bien. Et puis bah, alterner avec l'eau du robinet et éviter les conduites, les consommations excessives de thé, de café qui sont diurétiques et qui font fuir un petit peu tous ces minéraux et qui D'accord. font que ben voilà, on a des tissus qui ne font plus de rétention au niveau de l'eau et qui retiennent pas non plus au niveau des minéraux et le statut hydrominéral il est mis à mal quoi. Et puis après pour être dans la prévention un petit peu de ces choses-là dans l'alimentation, bah, c'est une alimentation plutôt anti-inflammatoire, hein. Donc, je disais, la place des oméga 3 tout à l'heure, elle est indispensable au détriment ou en diminuant un petit peu les apports en oméga 6. Donc, ce qu'on retrouve surtout dans les produits animaux, hein, donc dans les œufs, dans la viande, dans le porc, dans tous ces aliments-là, au détriment des produits végétaux. Et puis après, c'est aussi être dans l'idée de soigner un petit peu sa barrière intestinale. Parce qu'en fait, les inflammations, on parle du cerveau, du deuxième cerveau au niveau de l'intestin. Bah, des fois, les inflammations, elles sont localisées au niveau d'un muscle ou d'un tendon voilà, ou au niveau de la peau. Voilà, il y a toutes des inflammations qui peuvent se faire d'une façon ou d'une autre dans l'organisme. Et ben, ça peut venir des fois d'un intestin qui est un petit peu fragilisé, un petit peu malmené, avec une alimentation qui est très riche en sucre, très riche voilà, en protéines, notamment en protéines animales,
et puis qui a tendance à avoir trop peu d'apport en antioxydants, donc en produits végétaux de qualité et de saison, hein, qui vont être là pour un petit peu faire le ménage, hein, un petit peu enlever toutes les toxines et puis permettre à l'organisme d'avoir un statut oxydatif, voilà, une bonne protection, une bonne défense au niveau de l'organisme, au niveau des substances pathogènes. Donc en fait, cet intestin, il est indispensable. Là, c'est peut-être la bonne période pour faire une bonne cure de probiotiques ou en tout cas avoir recours à des aliments comme du chou, de la choucroute fermentée, des yaourts fermentés, des laits fermentés, du kéfir, des choses comme ça pour refaire un petit peu sa flore et puis améliorer un petit peu le contenu de son assiette, quoi. Donc c'est une alimentation qui va être riche en végétaux, en grande partie, un petit peu moins riche en produits animaux, mais plutôt être sur voilà, 1 à 2 portions de produits animaux dans la journée, et puis être plutôt sur des aliments, des repas un petit peu plus végétariens, un peu plus axés sur la récupération, voilà, après une séance, avec une hydratation qui suit bien pour éviter un petit peu ces phénomènes de blessures et de tendinite à répétition. Bon, là, c'est quand même un sujet qui est assez, Ouais, voilà, on c'est pourrait en large. parler C'est large aussi, ouais. C'est large. clair. Mm. J'aimerais compléter cette question avec le lien entre alcool et tendinite. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Alors, j'ai parlé des diurétiques comme le thé, le café, parce que je me rends compte que dans les comportements des coureurs et des sportifs, c'est souvent ça qui vient un petit peu compenser. Voilà, j'ai besoin d'avoir le ventre plein, ou j'ai besoin de m'occuper la bouche, ou j'ai besoin d'avoir. Alors, ils consomment beaucoup de thé, beaucoup de café, un petit peu entre les repas, et bon, c'est très bien un peu de thé, hein, du thé vert, des tisanes et tout, du café, mais pas à grosse dose. Et souvent, ça vient complètement dans une stratégie un petit peu de compensation pour éviter de manger, pour éviter Mhm. voilà, voilà, des évitements en fait. Et l'alcool, ben c'est un peu aussi ça, hein, c'est que c'est un diurétique et donc un verre de vin à 2 verres, on considère que 2 verres par jour, hein, pour une personne, un homme, c'est plutôt intéressant au niveau de la santé, des verres de vin rouge, hein, plutôt, on est plutôt dans cette optique-là pour tout l'apport en flavonoïdes, en antioxydants. Mais l'excès d'alcool, voilà, hein, c'est clairement quelque chose qui vient fragiliser les tissus et déséquilibrer aussi notre équilibre acido-basique. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais au niveau des tissus, hein, on a une alimentation qui peut être acidifiante ou alcalinisante, et Mhm. l'activité physique, elle est acidifiante. Hein. Elle est acidifiante parce que on crée des toxines, on crée un déséquilibre, et notre système, notre système naturel fait qu'on se remet tout le temps en équilibre, sauf que quand on a une activité physique qui vient un petit peu tout le temps, il faut pouvoir donner un petit coup de pouce et puis pouvoir être sur une alimentation qui aide à équilibrer voilà, naturellement À ce être dispositif. basique. Et être plutôt sur une alimentation basique. Et puis l'alcool, les sodas, les sucres un peu raffinés, l'alimentation transformée, c'est clairement et puis l'excès de viande, hein, encore une fois, hein, excès de viande et de protéines animales, c'est clairement quelque chose qui vient un petit peu contrebalancer notre équilibre naturel. Alors, je dis pas qu'il faut pas en consommer, hein, de l'alcool. Moi, je suis la première, après une grosse sortie ou après une course, boire une bière avec des copains, c'est un plaisir, un plaisir, hein, ça apporte beaucoup plus sur le Je, côté je psychologique vois pas du tout de que quoi sur tu parles. voilà, je suis quand même une épicurienne aussi, hein. Je viens pas aussi du Haut-Doubs pour rien. Mais je pense qu'on peut être clairement dans une optique de préservation de la santé autour de cet axe de plaisir, Mhm. se faire plaisir à cuisiner, à profiter d'un bon repas entre amis, à ouvrir une bonne bouteille de vin sans être dans l'excès, parce que le plaisir, en fait, ça rime pas avec excès. Hein, on n'est plus dans le plaisir, on est dans autre chose. On est dans une réponse à donner à quelque chose qui, voilà, Elle manque qui souvent. fait appel à, si tu vois ce que je veux dire, Mhm. vaste sujet. C'est clair. Donc voilà. Très bien Manon, écoute, c'était parfait, clair, net, précis, à l'image de ce que nous délivre Pascal Balducci sur d'autres sujets. C'était très Notre... très 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 chouette, très instructif et clair et net. Donc je te remercie énormément. Merci beaucoup à toi. Et puis j'espère à une prochaine Ah pour ben, des nouvelles questions aussi, on aussi va on, intéressantes. on va refaire dans les prochaines semaines un épisode plus axé sur un sujet en particulier, et puis on reviendra avec des nouvelles questions avec un format de ce type. Je pense que c'est intéressant. Entendu, merci. Puis j'ai hâte d'écouter voilà, les autres podcasts d'autres personnalités que j'aime beaucoup. Et puis celui-ci peut-être, hein, si j'arrive
à pouvoir m'écouter en tout Ah, cas. c'est pas évident ça. Je te l'avoue, c'est pas évident de s'écouter. Moi qui m'écoute régulièrement, maintenant ça va, mais au début c'est pas évident, c'est clair. Ah, pourtant avec ton accent, on a l'impression d'être en vacances. En cette période de confinement, ça fait du bien. C'est gentil, c'est gentil. Je te remercie énormément Manon et puis à un prochain épisode alors. Oui, merci, à tout bientôt. Allez, à bientôt, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut